Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La bibliothèque de l'IREMO, collection dirigée par Pierre Blanc et Bruno Péquignot. Cette collection se propose de publier des textes sur tous les aspects de la vie sociale de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Tous les domaines sont concernés, de la politique à la culture et aux arts, de l'analyse des mœurs et des comportements quotidiens à l'économie, de la vie intellectuelle à l'étude des institutions et organisations sociales, sans oublier la dimension historique ou géographique de ces phénomènes. L'objectif est de créer une sorte d'encyclopédie, au sens historique de ce terme, présentant de façon claire et rigoureuse toutes les connaissances produites par la recherche scientifique, mais aussi par les réflexions des acteurs impliqués à tous les niveaux de la société. Chaque ouvrage vise à faire le point sur un sujet traité dans un souci de le rendre accessible au-delà des cercles des spécialistes. En 2013, la Chine a défini une stratégie d'internationalisation ambitieuse qu'elle a intitulée l'initiative Une ceinture et une route, Belt and Road Initiative, BRI, en anglais, conduisant à développer des interconnexions à la fois terrestres, maritimes, aériennes, voire numériques, afin de favoriser et promouvoir ces échanges par la mobilisation de ses ressources financières et industrielles. Cette stratégie entend ainsi contribuer à la modernisation et à la construction d'infrastructures portuaires, ferroviaires et routières notamment dans les régions qui en sont souvent dépourvues et par lesquelles doivent transiter les exportations chinoises. Elle entend également essaimer au-delà du continent eurasiatique, notamment en Afrique et en Amérique latine. La région méditerranéenne est un sous-ensemble non négligeable de l'espace couvert par ce projet à la fois par sa situation géopolitique, par ses besoins d'investissement, au sud et au sud-est, par l'importance des marchés existants, au nord et potentiels, au nord-est voire au sud. Dans le cadre de cette étude, nous nous focaliserons sur les présences économiques chinoises aussi. Nous ne traiterons pas spécifiquement des perspectives politiques de ces présences, mais nous en aborderons les dimensions géopolitiques et géo-culturelles quand celles-ci s'imposeront pour les expliciter. Successivement, nous établirons le bilan des relations économiques sino-méditerranéennes, puis exposerons les ambitions maritimes de la Chine avant de présenter des aperçus plus spécifiquement régionaux. ABREVI-ATI-ONS 1.0 PMM, les 10 pays méditerranéens du MENA. 2.6 MED, les 26 pays riverains de la Méditerranée retenus dans cette étude. ACP, analyse en composantes principales. AFD, Agence française de développement. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, Association des nations de l'Asie du Sud-Est. BMCE, Banque marocaine du commerce extérieur. BO5, les 5 pays des Balkans occidentaux, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord, Monténégro et Serbie. BO6, les 6 pays des Balkans occidentaux, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie et Kosovo. BTP, Bâtiments et travaux publics. CAI, Comprehensive Agreement on Investment, Accord général sur l'investissement. CCCC, China Communication Construction Company. CDB, China Development Bank. CHEC, China Harbour Engineering Company. CMACGM, Compagnie maritime d'affrètement, Compagnie générale maritime. CMPort, China Merchant Port. CNUSED, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. COMAC, Commercial Aircraft Corporation of China. COSCO, China Ocean Shipping Company. CSCEC, China State Construction Engineering Corp. ENR, Engineering News Record. EPC, Engineering, Procurement and Construction, Ingénierie, Approvisionnement et Construction. EPC plus F, Engineering, Procurement, Construction and Financing, Ingénierie, Approvisionnement, Construction et Financement. Euromed, Partenariat commercial euro-méditerranéen EVP, équivalent 20 pieds conteneur. FBCF, Formation brute de capital fixe FMI, Fonds monétaire international. HPH, Hutchison Port Holding. ID, Investissement direct à l'étranger. MC17, les 17 pays membres du mécanisme de coopération 17+1.
MENA, Middle East and North Africa. MENA, Middle East, North Africa and Turkey. MOFA, Ministry of Foreign Affairs, Chine. MOFCOM, Ministry of Commerce, Chine. MOU, Memorandum of Understanding, Protocole d'accord. NDRC, National Development and Reform Commission, Commission nationale pour le développement et la réforme, Chine. NRS, Nouvelle route de la soie. OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. OOCL, Orient Overseas Container Line. OMC, Organisation mondiale du commerce. PESE, Pays d'Europe du Sud-Est. PIBT-PPA, PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat. PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. QGGJ, Qingdao Port International. SASAC, State Owned Asset Supervision and Administration Commission, Comité chargé du contrôle et de la gestion des actifs d'État, Chine. SIPG, Shanghai International Port Group. TEDA, Tianjin Economic Technological Development Area. UE, Union européenne. UE 28. Union européenne à 28, avant le 1er janvier 2021. UE 27. Union européenne à 27, après le 1er janvier 2021. ZCECE, Zone de coopération économique et commerciale à l'étranger. ZES, Zone économique spéciale. Introduction. La présence d'acteurs économiques chinois en Méditerranée est un phénomène récent, et pourtant le bassin méditerranéen a été, il y a déjà depuis près de 4000 ans, une destination privilégiée pour les marchandises, principalement la soie, venue du pays dessert par voie terrestre avant qu'elle ne soit supplantée à partir du XIVe siècle par une route maritime remontant l'Atlantique. Nous assistons donc aujourd'hui à un retour qui ne se limite plus aux marchandises, mais qui s'élargit aux hommes et à leurs activités. Pour évoquer cette nouvelle présence économique chinoise, nous rappellerons brièvement les conditions de l'internationalisation de l'économie chinoise, puis évoquerons les pays méditerranéens concernés par cette présence. L'internationalisation de l'économie chinoise. À la suite des réformes et de la politique d'ouverture engagée à la fin des années 1970, la Chine est rapidement devenue un acteur déterminant des échanges. Elle est aujourd'hui en passe de devenir la première puissance commerciale au monde. Au cours des années 1980 et 1990, à travers une spécialisation dans la production massive de produits à faible valeur ajoutée, elle s'est voulue l'atelier du monde, avant de changer de stratégie, notamment au début des années 2000 en montant en gamme dans sa production de biens exportés. Son accès à l'Organisation mondiale du commerce, OMC, en 2001, faisant suite au lancement à la fin des années 1990 d'une stratégie d'internationalisation, Zhuchuk, la croissance de ses exportations et le mouvement d'acquisition et d'implantation d'entreprises à l'étranger se sont considérablement accrus. Le projet des Nouvelles routes de la soie, NRS, s'inscrit dans cette trajectoire et traduit, de la part de la Chine, une volonté de siniser la mondialisation. Une économie socialiste de marché aux caractéristiques chinoises. La forte croissance chinoise qui se poursuit continuellement et régulièrement depuis près de 4 décennies ne cesse d'interpeller les spécialistes, économistes, politistes et historiens. La Chine, une économie toujours en développement, est passée par des expériences contrariées et contrastées de socialisme, faites de dérives volontaristes, de fuites en avant pour forger, finalement, le fameux oxymore de modèle de socialisme de marché aux caractéristiques chinoises. Une réforme économique favorable au marché maintenant un important secteur public dont le périmètre s'est modifié par la succession de cessions et d'absorptions d'une part, une absence de réforme politique à l'occidental, état de droit, démocratie, de l'autre, caractérise ce modèle atypique tant du côté des expériences de transition post-socialiste européennes et russes que de celles des développements asiatiques, Japon, Corée du Sud, Taïwan et Singapour. La Chine est ainsi passée d'une économie totalement exsangue, conséquence du grand bond en avant et de la révolution culturelle, et administrée, séquelle du modèle soviétique, à une quasi-économie de marché avec une ouverture sur l'extérieur, un développement des forces du marché,
un abandon et un démantèlement de la planification impérative, une régulation indirecte par les instruments des politiques monétaires et budgétaires. Le nœud de la question, bien sûr, en comparaison avec les autres expériences de transition post-socialiste, c'est la dimension politique. La Chine a réussi là où les réformateurs soviétiques ont échoué à maintenir l'essence du pouvoir du Parti communiste sur la société, y compris face à de fortes contestations, Tiananmen. La Chine montre donc qu'il est possible d'aller vers une économie de marché de manière plus ou moins heurtée, sans toucher à l'essence du système politique d'inspiration marxiste-léniniste. La trajectoire chinoise s'est écartée des expériences de modernisation des économies asiatiques, telles que le Japon et la Corée du Sud, tout du moins dans une première phase. Les conditions initiales étaient différentes. Niveau de pauvreté, stagnation économique, effet durable des bouleversements maoïstes, ressources limitées en capital et en technologie. Les réformes initiées dès la fin des années 1970 étaient orientées à la fois vers l'intérieur et l'extérieur de la Chine. À l'intérieur tout d'abord, en démantelant l'organisation socialiste dans les campagnes, en libéralisant les échanges internes dans un nombre croissant de domaines, en abaissant fortement les barrières à l'entrée dans de nombreux secteurs tout en continuant de soutenir les grandes entreprises publiques piliers du système, à la fois sa base politique et sociale, qui bénéficient de financements adéquats et qui sont présentes dans les secteurs traditionnels, métallurgie, industrie lourde, construction d'infrastructures. Très rapidement toutefois, le secteur non public a tiré la croissance et a contribué de manière décisive à la création de la richesse. Plus des 3/4 du PIB chinois sont aujourd'hui créés par les entreprises qui le composent. On y trouve des entreprises étrangères, des firmes privées cotées ou non, notamment autogérées Huawei, des PME, des petites entreprises familiales. À l'extérieur ensuite, en développant les avantages comparatifs nés principalement d'une abondance de capital humain peu onéreux. L'ouverture vers l'extérieur a eu deux conséquences. Accueil des investissements directs étrangers dans des secteurs jugés prioritaires via la création d'entreprises conjointes à capitaux mixtes, ou totalement détenues par des entrepreneurs étrangers dans certains secteurs, en vue de favoriser le rattrapage technologique, électronique, secteur automobile, avec un fort impact en termes de diffusion et d'essaimage dans le tissu industriel sans parfois beaucoup d'égards pour la propriété intellectuelle, ouverture du marché intérieur contre L'. Accès aux technologies. Cette ouverture a été au départ circonscrite aux zones économiques spéciales, des entités établies le long des côtes pour expérimenter à petite échelle et en vase clos l'économie de marché dans des espaces où le contrôle de l'État était fortement assoupli en matière de liberté d'entreprendre, de fiscalité, d'accès au marché extérieur, d'emploi de la main-d'œuvre. Le succès a encouragé les responsables politiques à étendre ces expériences à des secteurs de plus en plus nombreux, et ensuite à les généraliser sur l'ensemble du territoire. Cette stratégie a fortement modifié le flux et la structure des échanges. En moins de 4 décennies, la Chine est devenue la seconde économie mondiale. Elle pourrait dépasser les États-Unis dans les prochaines années, mais son PIB par tête en parité de pouvoir d'achat, autour de 16 000 $ en moyenne, 6 900 $ dans les campagnes, contre plus de 63 800 $ aux États-Unis, montre l'écart qui subsiste encore et qui prendra encore longtemps pour être comblé. Aujourd'hui, la Chine est devenue le premier producteur d'automobiles. Elle est en passe d'acquérir des positions dominantes en termes de part de marché dans le secteur de l'électronique et des télécommunications. Les firmes chinoises partent l'assaut du marché mondial à la fois pour acquérir des ressources, matières premières, technologies, et pour conquérir de nouveaux marchés. L'atelier du monde, production et exportation massive de produits à faible valeur ajoutée, la Chine entend devenir aussi le bureau et le financier du monde, d'autant qu'elle est désormais en mesure de contrôler et d'acquérir des firmes stratégiques dans les grandes économies de marché développées ainsi que les matières premières des économies du Sud. Vers une sinisation de la mondialisation ? L'internationalisation des firmes chinoises et le développement de leur implantation dans différents continents se sont considérablement accrus au cours des 2 dernières décennies comme le manifestent leurs investissements directs à l'étranger, ID, dont le stock atteignait fin 2019 2 000 milliards de $, soit 6% du stock mondial d'ID, CNUSED, 2021. L'internationalisation des firmes chinoises par l'acquisition de firmes ou moindrement,
par des investissements nouveaux greenfield, dont les motivations restent très classiques. Richet 2014 a été fortement soutenu par le gouvernement chinois qui adopta à la fin des années 1990 une stratégie qui entendait pousser les entreprises chinoises à s'internationaliser, Zhuchuk, afin de rechercher des marchés, accéder aux ressources, aux technologies, mais aussi afin de gagner en compétences et en efficience organisationnelle. Puis, en 2013, Xi Jinping lança l'idée des nouvelles routes de la soie dans des discours prononcés à Astana puis à Jakarta. Par la suite, l'idée a été formalisée sous l'acronyme anglophone d'OBOR, One Belt, One Road pour Yidai Yilu en chinois, puis sous celui de BRI, Belt and Road Initiative pour Yidai Yilu Changi en chinois. C'est un projet ambitieux par le périmètre couvert, les moyens mobilisés, les partenaires associés, les conditions de sa réalisation, les investissements nécessaires et le niveau des risques encourus. Nedopil Wang, 2020, Fenet 2020. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la montée en puissance de l'économie chinoise, qui est aujourd'hui l'un des principaux moteurs de la croissance asiatique et mondiale. Certains auteurs y voient un recentrage et la sinisation de la mondialisation. Hillman, 2020, Goldman, 2020, une contestation de l'ordre international issue de la Seconde Guerre mondiale. Allison, 2018, d'autres y voient une nouvelle forme d'impérialisme. Bello, 2019, Brunet et Guichard, 2011. Outre le moyen d'assurer des débouchés à ces surcapacités industrielles, le projet des nouvelles routes de la soie est aussi la façon de perpétuer le modèle de croissance tiré par les exportations, tout en délocalisant dans des pays proches, Vietnam, Cambodge, Laos, Myanmar, ou plus lointain, Éthiopie, Égypte, des entreprises à production intensive en travail dont les coûts de production s'élèvent notamment dans les provinces côtières, partant de se rapprocher des marchés à forte demande dans les régions développées. Le projet a aussi une dimension nationale. Il cherche à associer les provinces moins développées de l'ouest de la Chine, en créant des hubs régionaux, de futurs relais de croissance à partir desquels les nouvelles routes terrestres partiront à la conquête des nouveaux marchés en direction de l'Europe via l'Asie centrale. Le projet des nouvelles routes de la soie se trouve aujourd'hui confronté aux effets de la démondialisation-remondialisation en cours liée aux tensions apparues entre les États-Unis et la Chine, et dans une moindre mesure avec l'Union européenne, et aux effets de l'épidémie de la Covid-19. Les chaînes internationales de valeur sont remises en cause, l'accès aux produits stratégiques est rendu plus difficile avec l'application de mesures de filtrage concernant l'investissement direct. À ce jour, le changement d'administration aux États-Unis n'a pas atténué les tensions entre les deux pays. Les États-Unis cherchent toujours à contrecarrer par différents moyens l'accès des firmes chinoises aux technologies sensibles. La Chine, de son côté, se réfère à un nouveau concept, celui de double circulation, Shuang Shunwan, qui implique, selon ses concepteurs, de tirer avantage d'un côté de l'ouverture, accès au marché, aux ressources, notamment stratégiques, de développer et promouvoir le grand marché intérieur chinois, de l'autre, de mettre l'accent à la fois sur un mode de croissance infusé par la demande et par le rattrapage technologique avec l'augmentation des budgets alloués à la recherche-développement. Avec l'Europe, la Chine a négocié récemment un accord général sur l'investissement qui devait être adopté par le Parlement européen et les gouvernements de l'Union européenne, mais qui serait aujourd'hui mort-né tant il a soulevé de réticences à la suite des mesures liberticides appliquées par la Chine à l'encontre de la population ouïghour de la province du Xinjiang et des habitants de Hong Kong. Pour la Chine, l'enjeu est double. D'une part, montrer aux États-Unis qu'elle peut coopérer avec son principal allié, d'autre part, maintenir l'accès aux marchés européens dans un certain nombre de secteurs importants pour ces entreprises sans faire trop de concessions aux firmes européennes qui opèrent en Chine. Parallèlement, le filtrage des investissements chinois, en Europe et dans les grandes économies de marché, ne devrait pas favoriser la croissance des investissements directs chinois qui sont déjà en baisse depuis ces dernières années. Les tensions qui existent entre les économies de marché développées et la Chine ne peuvent qu'impacter le projet des nouvelles routes de la soie. Les récentes discussions relatives à l'adoption du 14e plan quinquennal, un exercice de prospective économique, lient leur avenir aux objectifs du plan en mettant l'accent sur son articulation avec les objectifs nationaux en rappelant les principales finalités de ce projet. De surcroît, depuis le second sommet des routes de la soie qui s'est tenu en mai 2020 en Chine,
L'accent a été mis sur le contrôle des projets, la viabilité et faisabilité des projets, leur dimension environnementale. La Chine en Méditerranée. Déterminer quels pays doivent être considérés comme faisant économiquement partie de la Méditerranée, et à ce titre comme partenaire de la Chine dans une confrontation Chine-Méditerranée, ne fut pas chose aisée. Quelle Méditerranée ? Nous avons rejeté la vision politique du processus de Barcelone de 1995, 27 pays membres de l'Union européenne et 12 pays de la rive sud, ou celle de l'Union pour la Méditerranée qui lui succéda en 2008, car toutes deux incluaient des pays du nord de l'Europe fort éloignés de la Méditerranée. L'éloignement géoéconomique de certains pays est aussi la raison pour laquelle nous n'avons pas retenu la définition, par exemple, du Torino World Affairs Institute pour son projet ChinaMed qui inclut l'Arabie saoudite, l'Iran, le Qatar. Pour la même raison, nous n'avons pas retenu la Mauritanie qui, contrairement aux 4 autres pays de l'Union du Maghreb arabe, Algérie, Libye, Maroc et Tunisie, ne dispose pas d'accès à la Méditerranée. Inversement, il nous semblait indispensable d'inclure tous les pays du sud de l'Europe, généralement exclus des analyses car non membres de l'Union européenne. Nous avons donc pensé ne retenir que les pays exclusivement riverains de la Méditerranée, mais il est apparu que cette définition pouvait être trop restrictive. Les questions qui se posent ici sont toutes directement ou indirectement symbolisées par la création de plateformes de transbordement, hub, en priorité vers les pays de l'Union européenne et accessoirement vers ceux de l'Europe du Sud et du Proche-Orient. En ce sens, il convenait d'inclure des pays comme la Bulgarie, la Roumanie ou encore le Portugal. Le Sahara occidental, réputé territoire non autonome par l'ONU, est ici confondu dans le territoire marocain faute d'une autonomie économique statistiquement observable, et ce sans compter que Donald Trump a reconnu, le 10 décembre 2020, la souveraineté du Maroc sur le Sahara. La question s'est aussi posée pour le Kosovo qui n'est pas reconnu par l'ONU ni par la Chine, la Russie ainsi que plusieurs pays membres de l'UE, Chypre, Espagne, Grèce, Slovaquie, Roumanie, et que nous confondons le plus souvent ici avec la Serbie pour la même raison de statistiques économiques. La Chine a une attitude différente à l'égard de ces deux entités. Profondément opposée à toute forme de sécession, question de cohérence avec son attitude à l'égard de Taïwan, la Chine ne reconnaît pas la République du Kosovo et exhorte les deux parties au dialogue. Son attitude à l'égard du Sahara occidental s'explique par son soutien dès les années 1950 aux mouvements de libération anticoloniaux, en l'occurrence le Front Polisario, et ses rapports privilégiés avec l'Algérie. Aujourd'hui que ses intérêts économiques avec le Maroc priment sur ses relations politiques avec l'Algérie, la Chine a clairement pris ses distances avec le Front Polisario, Zhou, 2018, Al-Mouaïdi, 2020. La situation est différente pour l'État de Palestine, puisqu'il s'agit d'un État souverain de jure reconnu comme État observateur non membre de l'ONU. Toutefois, le soutien politique de la Chine est, comme pour le Sahara occidental, conditionné par les relations économiques qu'elle entretient avec Israël. Par ailleurs, nous n'avons pas retenu plusieurs pays, Andorre, Monaco, Saint-Marin, Vatican, ni la Moldavie parce que leur implication et leur poids dans les relations entre la Chine et la Méditerranée sont trop insignifiants ou parce que les données statistiques relatives à leurs relations économiques avec la Chine sont trop incertaines, voire indisponibles. Les 26 pays méditerranéens. Figure 1. Les 26 entités économiques méditerranéennes retenues. Nous avons ainsi sélectionné 26 entités économiques plus ou moins méditerranéennes. Les 26 MED, dont la liste apparaît sur la carte de la figure 1. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.